Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer avec nous. Voici les titres du 18h. Bruxelles en état d'alerte face à la sécheresse. Les autorités appellent à la prudence, notamment dans les espaces verts, et à limiter notre consommation d'eau courante. Les détails dans un instant. 4e jour de grève pour les pompiers de Bruxelles et la mobilisation ne faiblit pas. Ils rencontrent Boris Diliès en ce moment pour tenter de trouver une solution. On retrouvera Romain Van de Neuvel en direct du cabinet du ministre-président. Et puis une exposition fait polémique à Jette. Les caricatures de plusieurs hommes politiques sont dénoncées par certains, défendues par d'autres. Reportage en fin de journal. Les pompiers de Bruxelles restent donc en grève et en effectif réduit, seulement 20% des moyens selon leur porte-parole. Le ministre-président bruxellois Boris Diliès rencontre d'ailleurs en ce moment les syndicats. Romain Van de Neuvel, on vous retrouve en direct. Objectif, trouver une solution au blocage qui persiste depuis le début de la semaine. Oui, la réunion a commencé à 16h. On a eu des retours du cabinet du ministre-président Boris Diliès ainsi que des syndicats. On n'a pas encore d'informations sur la teneur ou le contenu de ces discussions, donc des informations à avoir sans doute dans le courant de la journée et de la soirée. Ce qu'on peut dire, c'est que ce matin, le ministre-président Boris Diliès a demandé aux syndicats de clarifier leurs revendications prioritaires. Auquel cas, il se disait prêt, je le cite, à négocier de manière constructive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hier, un conseil des ministres extraordinaire lui avait octroyé un mandat pour formuler de nouvelles propositions. Parmi elles, 132 recrutements d'ici la fin de l'année 2027, la création d'un cadre spécifique pour les ambulanciers et puis une enveloppe de 10 millions d'euros pour le service d'intervention et d'aide médicale urgent, donc le SIAMU. Des propositions qui n'ont pas empêché la grève de se poursuivre aujourd'hui. Les syndicats parlent d'un manque de garantie pour la mise en œuvre de ces différentes propositions. Donc à voir si les discussions qui ont lieu en ce moment permettront de mettre fin au blocage, donc en ce 4e jour de grève des pompiers de Bruxelles. Merci à vous Romain pour ces explications en direct. Une grève, vous l'avez entendu, qui dure donc désormais depuis 4 jours avec des dizaines d'hommes et de femmes du feu qui se croisent les bras, partagés entre la colère et l'espoir aussi de reprendre le travail rapidement. Alors, qui sont ces grévistes? Romain Van de Neuvel et Yannick Van Gansbeek ont rencontré l'un d'entre eux. Une grève de cette ampleur chez les pompiers de Bruxelles, Pablo n'en a jamais connu en plus de 10 ans de carrière. C'est un métier qui a énormément de sens. Si on fait ce métier, c'est pour sauver les gens. C'est un métier d'équipe où on est solidaire de nos collègues. Donc se mettre en grève, c'est vraiment difficile. Et mes collègues et moi-même, on vit la chose comme un vrai dilemme moral. Et donc chaque jour de grève, c'est ce dilemme moral qui se répète. Est-ce qu'on va se mettre en grève et laisser nos collègues et laisser la population bruxelloise, ou est-ce qu'on mène ce combat justement pour la population bruxelloise et nos collègues, quoi. Un combat pour un meilleur recrutement et une augmentation du personnel, essentiel au vu de l'actualité et de la prolifération des incendies, notamment dans le sud de l'Europe. Le réchauffement climatique va imposer des mesures importantes, y compris pour les pompiers. Et même pour les pompiers de Bruxelles. On l'a vu il n'y a pas longtemps à Fontainebleau à Paris, où la principale forêt autour de Paris a commencé à brûler. C'est des choses qu'on pourrait voir aussi ici à Bruxelles. Pablo se dit prêt à suspendre sa grève en cas d'extrême nécessité. Les pompiers peuvent aussi être réquisitionnés et obligés de retourner à la caserne. Des policiers viennent chez les collègues pour leur donner le papier de réquisition. Et ce qu'on voit, c'est beaucoup on va dire d'intimidation de la part de policiers envers des collègues. Rien que ce soir, on a eu l'information que des policiers sont passés à 2h30 du matin chez des collègues, sirène hurlante, à réveiller tout le quartier. À d'autres endroits, les collègues sont parfois pas présents et donc ça peut être la famille qui ouvre aux policiers. Contacté, la direction des pompiers parle d'une méthode propre à la police et de récits parfois exagérés. Pour sortir de l'impasse, les négociations se poursuivent.
Et on reste auprès des pompiers avec cet incendie monstre dans le sud-ouest de la France. C'est le bassin d'Arcachon qui s'embrase suite à de gigantesques feux de forêt. Depuis quelques heures, les villages du célèbre Cap Ferret sont notamment en cours d'évacuation. Sur place dans la région, certains Belges et Bruxellois en vacances qui assistent bien malgré eux aux opérations, voire ont été évacués. Nous avons pu joindre 2 d'entre elles sur place. Je vous propose de les écouter. Nous étions en vacances camping Ciblu, les Viviers, au village du Four, à Lège, Cap Ferret. Les pompiers, à mon avis, des sapeurs-pompiers bénévoles, ce genre de choses, arrivent au bungalow. Et là, c'est impressionnant, en fait. Une personne arrive et nous dit, voilà, elle fait le recensement, vous êtes combien de mineurs, combien d'adultes? Prenez votre sac, juste vos effets personnels, un sac par personne, vous prenez vos voitures et vous foutez le camp en 2 mots. J'ai tout qui commence à trembler, en fait, parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. Et donc, ça reste impressionnant malgré tout. C'est du feu. C'est un scénario, c'est une catastrophe, en fait. Nous, on était en vacances à Arcachon, donc on était sur la rive en face du Cap Ferret, donc on voyait de loin les incendies qui se sont déclarés. Et lorsqu'on était à Arcachon, on voyait les bateaux qui ramenaient toutes les personnes évacuées de l'autre côté. C'était assez triste de voir toutes ces personnes évacuées qui arrivaient avec leurs valises, de voir les fumées, les feux, et d'avoir aussi toutes les cendres qui arrivent sur tout le bassin avec un ciel vraiment plombé. Des feux de forêt en Gironde et une sécheresse à Bruxelles. Depuis hier, la capitale est en vigilance jaune. La prudence est de mise et il est déconseillé d'utiliser l'eau pour arroser son jardin ou laver sa voiture, par exemple. Quel a été le point de bascule et quels sont les comportements à adopter? Explication. Feu rouge, bateau amarré, c'est le stand-by pour ces 2 embarcations. À bord du Mont Chic, Delma et Grant attendent depuis 2 heures. Nous attendons car ils essayent de préserver l'eau pour le trafic commercial et nous devons passer l'écluse avec un bateau marchand, mais malheureusement il n'y en a pas pour l'instant. En effet, seuls les bateaux marchands sont prioritaires en période de sécheresse. Les plaisanciers doivent donc les attendre. Conséquence du code jaune déclaré hier à Bruxelles. Chaque éclusage consomme de l'eau. Donc il y a en moyen 1000 litres qui disparaît avec chaque éclusage. Donc pour éviter ça, nous avons pris des mesures préventives et nous avons décidé d'agir de façon proactive. C'est la première fois que le port prend cette mesure cet été. Elle n'est pas rare mais de plus en plus fréquente. Dans moins de 2 semaines, la cellule sécheresse fera un nouveau point pour voir entre autres s'il faut passer en code orange. De nouvelles mesures seraient alors ajoutées. Pendant les moments creux où il n'y a aucun navire à faire passer, nous devrons alors fermer nos vannes de sas, les 4 en même temps, pour essayer de staguer l'eau dans le sas et en amont, pour qu'il n'y ait aucune perte d'eau. Le code orange, il a déjà été déclaré en forêt. L'une des mesures principales, plus de prévention auprès des promeneurs. Juste petit rappel, bien faire attention ici en forêt, ne pas allumer de feu, ne pas fumer de cigarettes, ne pas jeter ses déchets. Sacha Van Cotter surveille aussi les endroits sensibles comme ceux avec des fougères et des résineux plus inflammables. Il y a 1 an, un feu a démarré ici sans faire trop de dégâts. Il y a heureusement eu des témoins qui ont pu directement intervenir ici sur l'incendie. Donc ils sont venus, ils ont vu que ça commençait à prendre feu, ils ont pris un peu de terre et quoi qu'ils ont trouvé par terre pour essayer d'étouffer le feu et ils m'ont prévenu directement. Les pompiers sont ensuite intervenus. Le prochain point sécheresse, ce sera donc le 4 août. Impossible à ce stade de dire si le code orange va être déclaré. En bref, 2 fusillades ont eu lieu cette nuit. La première à Anderlecht, rue Raphaël, à Kuregem. Un homme a été blessé, mais son état est stable. Et la seconde à Molenbeek, avenue de Rovereux, c'est près de la gare de l'Ouest. Là, sans faire de blessés, 2 enquêtes sont ouvertes. On connaît aussi désormais la date de la seconde journée sans voiture qui aura lieu l'année prochaine. Il s'agit du 2 mai 2027, en plus donc de celle du mois de septembre. Annonce sous réserve d'acceptation des 19 communes. Dès l'année suivante, la date devrait coïncider avec la fête de l'Iris, ce qui n'était pas possible cette fois-ci.
À Jette, une exposition de l'atelier 34-0 fait polémique. On y voit notamment Theo Franken dans ce qui semble être une croix gammée. Certains s'insurgent, mais du côté du lieu culturel, on se défend. Reportage. Dans ce petit jardin de Jette, plusieurs fresques monumentales signées par l'artiste flamand Henk de Ruder sautent aux yeux. Theo Franken en croix gammée, Georges-Louis Boucher coiffé d'un entonnoir renversé devant un drapeau américain parodié avec une étoile de David. Des caricatures qui interpellent, mais les organisateurs réfutent un quelconque lien avec l'imaginaire nazi. Cette œuvre d'art qui est là, c'est un moulin avant le titre. Ce n'est pas une espèce de fastica hitlérien. Cette œuvre date de 2018 et viserait à dénoncer avec ironie la politique de l'actuel ministre de la Défense. La multiplication de ces sorties, ces accointances avec les milieux extrême droitiers ont poussé l'artiste à représenter Theo Franken d'une manière très avenante parce qu'en fait il fait coucou 4 fois. Au cours de cette expo, le président du MR en prend aussi pour son grade. L'entonnoir, ça vient d'une iconographie moyenâgeuse. C'est Jérôme Bosch qui en a popularisé l'usage. Et donc il plaçait l'entonnoir renversé sur la tête de certains de ces personnages pour les désigner comme fous ou malhabiles. Mais cette exposition intitulée Le Vent Pu ne vise pas seulement ces deux hommes politiques, mais plus largement d'anciens et actuels hauts dignitaires du MR, de l'Open VLD ou encore de la NVA, une liberté artistique défendue par le fondateur de l'atelier. Je pense que c'est une liberté tout à fait normale qu'un artiste peut possible être stimulé pour créer quelque chose et pour pouvoir donner au peuple à réfléchir. La SBL a financé sur fonds propres cette exposition, mais un subside communal annuel de 25 000 € suscite des critiques. La bourgmestre de Jette le défend et dénonce toute tentative de censure. En l'absence de troubles à l'ordre public, il n'appartient pas aux autorités de censurer une œuvre. Nos valeurs démocratiques protègent la liberté d'expression, la liberté artistique et le débat. L'exposition sera visible jusqu'au 25 octobre au prix de 10 €. Pour rappel, en Belgique, la Constitution autorise la satire politique au nom de l'intérêt général, sauf si cette dernière incite à la haine, à la violence ou à la discrimination envers autrui. Contactés, Georges-Louis Boucher et Theo Franken n'ont voulu faire aucun commentaire. Football, c'est désormais officiel. Mark Van Bommel est le nouveau sélectionneur des Diables Rouges. Annonce cet après-midi de l'Union belge. Le Hollandais succède donc à Rudy Garcia avec un contrat jusqu'en 2028. Son nom circulait déjà depuis plusieurs jours. On écoute l'analyse de notre journaliste Rémi Rucois. C'était un choix assez attendu. Juste à la fin de la Coupe du Monde, on parlait déjà fort de Mark Van Bommel pour reprendre les Diables Rouges parce qu'on sentait que Rudy Garcia n'allait pas être prolongé à la tête des Diables. Mark Van Bommel, c'est déjà une personnalité assez connue dans le football belge et il a été champion de Belgique avec l'Antwerp. Il a gagné également la Coupe de Belgique avec l'Antwerp. Il a aussi une belle carrière internationale en tant que joueur. Il a participé à la finale de la Coupe du Monde en 2010 en tant que Hollandais contre l'Espagne. Maintenant, son défi, donc prendre la tête des Diables Rouges. La première étape pour lui, ce sera la Ligue des Nations, où on va affronter quand même des nations assez importantes. 2 matchs contre la France fin septembre, début octobre, et également un match contre l'Italie et contre la Turquie. Dans ce groupe de Ligue des Nations, l'enjeu, ce sera d'être dans le top 2 pour être qualifié pour les quarts de finale. Un mot aussi du Sporting et ce partage pour Anderlecht hier soir face à Hammarby en Suède pour cette rencontre allée du deuxième tour préliminaire de l'Europa League. Score final 1-1 avec un but mauve de Danilo Sican. Match retour prévu le 30 juillet prochain au Loto-Park. Un anniversaire aussi dans ce journal. Demain, la reine Elisabeth aurait fêté ses 150 ans. Un siècle et demi après sa naissance, le 25 juillet 1876 en Allemagne. Depuis Bruxelles, la 3e reine des Belges a complètement refaçonné son rôle. Nous avons pu exceptionnellement rencontrer l'une de ses petites filles, la princesse Esmeralda. Elle se souvient. J'ai le souvenir d'une personne très petite. Moi-même, j'étais très petite, donc il y avait une proximité et très élégante. Elle n'aura connu sa grand-mère que jusqu'à ses 9 ans, mais aujourd'hui, la princesse Esmeralda garde toujours une affection particulière pour la mère de son père. Elle avait une relation vraiment exceptionnelle avec mon père, qui adorait sa mère. Je pense qu'il y avait par là aussi une connexion très forte. La 3e reine des Belges est son fils Léopold III. Esmeralda est sa plus jeune petite-fille. Elle se souvient surtout de son amour des arts, la peinture et la musique notamment.
J'ai été frappée quand j'ai lu ses carnets intimes du fait qu'elle répétait tous les jours. La musique avait une place incroyable dans sa vie. Non seulement elle-même répétait, mais elle allait à des répétitions, elle écoutait à la radio, elle allait à des concerts bien sûr. Je pense que parmi toutes les reines des Belges, c'est celle qui a eu la plus grande influence et dans tellement de domaines différents. Parce qu'on peut parler de la musique, mais on peut parler de la littérature, de la science, de l'architecture, de tellement de domaines, c'est assez exceptionnel. Une souveraine exceptionnelle à plus d'un titre pour sa petite fille. Tout au long de sa vie, la reine multiplie les aventures, comme en 1923, lorsqu'elle se rend à l'ouverture de la tombe de Toutankhamon. J'ai été sur place quand j'avais fait un documentaire sur mes grands-parents, et c'est vrai qu'elle a laissé des souvenirs extraordinaires parce qu'elle était intrépide, parce qu'elle était... Très souvent, elle dérangeait d'ailleurs Carter et Carnarvon parce qu'elle posait tellement de questions, elle voulait tout voir. Intrépide et engagée aussi durant la Première Guerre mondiale, proche des blessés, jusqu'à en être surnommée à tort la reine infirmière. Bien sûr, elle ne donnait pas des soins médicaux, mais en revanche, elle apportait le soutien moral. Donc elle allait visiter les blessés dans l'hôpital au front. Elle leur tenait la main, elle assistait vraiment aux soins qui leur étaient donnés. 150 ans après sa naissance, une personnalité qui inspire toujours Esmeralda de Belgique, devenue elle journaliste et activiste pour le climat. Je dois dire que ça m'arrive quand je prends des positions et quelquefois elles sont un peu controversée et je me dis mais ma grand-mère n'a jamais eu peur d'aller au bout de ses convictions et pour moi c'est la même chose. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Demain c'est Brian Momar que vous retrouverez à 18h. Je vous souhaite un très beau week-end, à très bientôt, au revoir.